on va partir en mode un petit peu dégradé, mais enfin, on va essayer de s'en sortir quand même. Donc, on a respecté les consignes de sécurité pour le Covid, donc on est à distance chacun. C'est pour ça intéressant qu'on a eu quelques difficultés de connexion, parce qu'on n'est pas toujours tous adaptés à ce type de webinaire. Donc, on va vous présenter un sujet qui est très intéressant à mon sens, puisqu'on ne parle pas souvent des pharmaciens d'officine, mais là, j'ai eu envie de faire un petit zoom sur cette activité qui, pour moi, est une activité pivot, en fait, en matière de sécurité des soins, parce que le pharmacien, finalement, il est à l'interface des patients et des médecins, et il a de plus en plus de missions qui lui sont attribuées. On va parler évidemment des anciennes, des missions habituelles, et puis on va parler des nouvelles missions. Donc, pour ça, j'ai invité donc Eric Ruspini qui va se présenter. Oui, bonjour, je suis donc pharmacien installé en Lorraine, je suis à une trentaine de minutes de Nancy, pharmacien d'officine. J'ai plusieurs casquettes, notamment je suis élu URPS pharmacien Grand Est et je suis aussi membre du bureau de la Société française de pharmacie clinique. Donc je suis effectivement très attaché à tout ce qui est pharmacie clinique et voilà, en 2 mots. Parfait. Donc, moi, vous savez, pour ceux qui suivent un peu les webinaires de la prévention médicale, moi, je suis médecin et je m'occupe de gestion de risque depuis très, très longtemps, et donc de la prévention médicale, qui est donc à l'origine de sa web conférence. Donc, on va essayer de poursuivre. Donc, en fait, on a bien vu que, bon, vous en parlez tout à l'heure, Eric, il y a des textes qui ont modifié un petit peu, qui ont fait évoluer les missions du pharmacien. Donc, on va essayer de voir un petit peu dans quel contexte ça se situe. Donc, vous aviez un texte réglementaire, donc il y a un décret donc, en octobre 2018 qui a un petit peu fait évoluer vos missions. Donc, vous pouvez nous en parler un petit peu de ce texte. Alors, attendez, de quel décret vous parlez, madame? Pardon. Alors, le décret 2018-141 du 3 octobre 2018, qui est sur votre diapo numéro 3, et qui... Oui, alors il faut que je les vois en même temps. C'est par rapport aux prestations. Alors, celui de 2018, c'est par rapport au bilan partagé de médication. Voilà, donc, et puis il y en a eu d'autres qui ont modifié petit à petit les voilà, c'est-à-dire que, alors, je vous la fais dans le désordre, mais en 2014, on a eu l'autorisation de faire ce qu'on appelle des entretiens pharmaceutiques, qui sont des entretiens sur les antivitamines K, les anticoagulants directs, et puis sur l'asthme. Et ce dispositif était complété effectivement en 2018 par ce qu'on appelle les bilans partagés de médication. C'est effectivement un plus dans la sécurisation du parcours du patient, puisque ça nous permet de prendre dans un espace réservé, dans un espace dédié à ça, le patient et de parler avec lui de son traitement. Donc, c'est une approche beaucoup plus globale du patient et de son traitement. C'est parce que tout ce qu'on fait au comptoir, effectivement, est déjà sécurisé, mais souvent, on se rend compte qu'on a un rapport. Est-ce que vous connaissez votre traitement? Oui, je le connais. On donne les indications, on donne la posologie. Ça ne va pas beaucoup plus loin. On n'a pas forcément au comptoir le temps d'approfondir avec le patient comment il se sent par rapport à sa maladie. Et le fait de faire des entretiens comme ça avec son pharmacien dans un espace dédié, c'est juste génial parce qu'on se pose. Alors, les patients, généralement, vous disent, mais je viens pour la première fois, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Et en ressortant, vous leur dites, est-ce que je vous ai apporté quelque chose? Et 100% vous disent, oui, je suis bien content, je n'avais pas exactement compris de quoi il s'agissait généralement, mais vous m'avez vraiment apporté beaucoup de choses. Donc, ça permet de remettre le traitement du patient dans une globalité de la maladie et de rendre le patient plus acteur de son traitement. Donc, ça joue sur l'observance, ça joue sur effectivement les risques liés à l'observance, les risques liés à la iatrogénie. Bref, c'est tout un travail que fait le pharmacien supplémentaire et qui est, à mon avis, un apport très intéressant essentiellement pour l'observance du traitement. Alors, on va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Pardon, si vous lâchez, oui, si vous lancez... on va y revenir dans le détail. Donc, pardon. Oui. Donc, j'imagine que pour vous aborder le sujet, que ça a dû poser des problèmes d'organisation technique dans les pharmacies, parce que vous n'étiez pas forcément tous prêts à mettre en place cet espace dédié ou un petit peu à part. Alors, oui, voilà. Ça fait partie des prérequis qui sont obligatoires. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'il y ait un espace qui soit consacré à ça. C'est évidemment pas un travail qu'on fait au comptoir. Ça se fait sur rendez-vous et ça se fait après une formation. C'est-à-dire qu'on a tous des formations qualifiantes qui sont des PC généralement. Et à partir de là, on peut se lancer dans ce genre d'entretien. Donc oui, ça demande de l'organisation, tout à fait. Alors, avant de parler de ces missions-là, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les missions qui sont celles du pharmacien d'officine? Parce que je pense que on les connaît tous plus ou moins, mais pas forcément dans le détail, et notamment quels sont par rapport à ces différentes missions, les points qui vont être plus sur la sécurité ou au contraire sur les risques. Donc on a 3 missions principales qui sont
donc à partir de la prescription médicale, la dispensation et l'administration. Donc, on peut peut-être commencer par la prescription et nous dire, vous, comment vous voyez la prescription et ce que vous en faites. Voilà, alors alors, que les gens comprennent bien, c'est un peu déconnecté, mais on va y arriver. J'ai le diaporama sous les yeux. Donc effectivement, par rapport à la prescription, on a essayé de lister quels étaient les risques de la prescription. Donc c'est effectivement les erreurs sur la personne, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a des ordonnances qui sont de plus en plus faites sur des logiciels d'aide à la prescription par les médecins, mais malgré tout, il peut y avoir des erreurs, même quand elles sont faites à l'ordinateur. Et à côté de ça, il y a encore beaucoup de prescriptions qui sont manuscrites, donc il se peut très bien qu'il y ait une erreur sur la personne. Donc il faut toujours bien vérifier évidemment que la personne pour qui a été rédigée l'ordonnance est la bonne personne. Quand les manuscrits, il y a parfois des problématiques de compréhension de ces écrits. Oui, mais même aussi à l'ordinateur, parce que ça arrive que le médecin, par exemple, il reçoive Madame Durand, et sur son ordinateur, il a encore le nom de Madame Dupont qui était juste avant. Malheureusement, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, et ça fait des fois des quiproquos, donc il faut toujours s'assurer de ça, bien évidemment. Voilà, il y a la carte vitale aussi qui nous aide quand même beaucoup, puisque ça permet quand même de faire un rapprochement entre les deux. Erreur dans la rédaction de la prescription, donc manuscrit informatique. Là, j'attire tout de suite l'attention des auditeurs qui sont là ce soir. C'est pas parce qu'on a des ordonnances qui sont rédigées à l'ordinateur, malheureusement, qu'il y a d'erreurs. On se rend compte, je dis bien malheureusement, que les logiciels d'aide à la prescription sont quand même facteurs de risque d'erreur parce que généralement, c'est des systèmes qui proposent une posologie qui est souvent la posologie maximale. Hein, par exemple, on va vous dire, le dafalgan, c'est 1 gramme jusqu'à 4 par jour. Ben ouais, mais le médecin, il voulait en donner que 1 ou 2 par jour. Et si le médecin ne fait pas attention, le logiciel sort 4 grammes par jour. Donc, il faut toujours rediscuter, etc. Ce n'est pas parce que c'est fait à l'ordinateur que c'est juste. Donc, on attire la vigilance des confrères là-dessus, bien évidemment, et aussi la vigilance des patients. On a malheureusement pas mal de soucis avec ça. Donc, erreur sur les contenus de la prescription, bien évidemment, le médecin peut se tromper dans sa prescription. Même schéma. Il veut prescrire une amoxicilline, d'accord? Donc, il tape sur son ordinateur et la première amoxicilline qui sort, c'est la 125 mg en sirop pour enfants en bas âge. Donc, de bol, en face de vous, vous avez une personne qui fait 80 kg. Vous voyez, parce que le médecin n'a pas fait gaffe qu'il ne fallait pas qu'il aille sur la première ligne, mais qu'il aille sur une ligne en dessous. Je ne critique pas les médecins, je dis simplement que les logiciels d'aide à la prescription ne sont pas aussi performants qu'on l'espérerait. Non, mais ça nous intéresse beaucoup ce genre de choses parce qu'en fait, on sait bien que les erreurs, finalement, tout le monde peut en faire, mais que dans l'unité, c'est justement le double contrôle. Et finalement, c'est un peu votre rôle de faire ce double contrôle. Ce n'est pas un double contrôle qui va être péjoratif pour le médecin, mais au contraire, un facteur de sécurité. Jamais, c'est jamais. Honnêtement, on ne travaille pas comme ça. C'est pas question que ce soit péjoratif pour le médecin. Bon, voilà, on travaille de toute façon. Bon, moi, je suis dans un village, j'ai 3 médecins, effectivement, je les connais bien, je m'entends bien avec eux. On décroche le téléphone quand il y a un souci, et voilà, ça s'arrange toujours. Mais effectivement, il faut être vigilant. On est autant vigilant que quand on n'avait que des ordonnances manuscrites comme auparavant. Il y a aussi, par exemple, là, on peut continuer sur les facteurs de risque, enfin sur le risque. Le médecin, par exemple, il prescrit une benzodiazépine parce que son patient est anxieux. Et ben, il va lui donner une benzodiazépine au mois de mars parce qu'il y avait le Covid et que la personne avait été très très anxieuse. Là, il revient au mois d'octobre ou novembre, ça va mieux. Il a voulu réduire la dose. Malheureusement, il n'a pas fait attention, le médecin, c'est toujours une dose importante. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que sur le logiciel, s'ils ne font pas attention, les posologies ne sont pas forcément non plus modifiées comme ils le voudraient. Donc, ça aussi, c'est des facteurs de risque. Donc, il faut toujours, c'est l'essence de notre métier, discuter avec les patients. Alors, quelquefois, les patients ont l'impression qu'on est inquisiteur, ça m'est déjà arrivé. On dit, mais le médecin, c'est ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il faut me poser des questions? Et quand vous arrivez à apporter la preuve au patient qu'il peut y avoir quand même une erreur, parce que c'est une erreur, le patient dit, oui, effectivement, je n'avais pas vu ça comme ça. Ben oui, mais voilà. Donc, vigilance du pharmacien, c'est complètement obligatoire. Alors ensuite, erreur réglementaire de la prescription, j'avais noté ça, oui, parce que le souci à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est typiquement français, mais je trouve quand même, on a énormément d'exceptions de prescription. On a des ordonnances d'exception pour des médicaments chers. Il y a toute une réglementation qui est chaque fois plus compliquée. Et malheureusement, quelquefois, les médecins s'y perdent aussi et ne savent pas sur quoi il faut prescrire. Les hypnotiques, le champ de prescription des hypnotiques était réduit, doivent être faits sous des ordonnances sécurisées pour certains, pas pour d'autres. C'est extrêmement compliqué. Il m'arrive de dire, moi, à mes équipes, que pratiquement pour chaque molécule, maintenant, on va avoir
un type d'ordonnance particulier. J'exagère à peine, mais c'est un peu ça. Par rapport au temps, il faut me dire où on en est, parce que moi, je peux parler pendant des heures, parce que ça me passe. Oui, non, mais justement, on avait reçu l'analyse, moi j'avais reçu l'analyse pharmaceutique, ça concerne l'analyse pharmaceutique, ce que vous dites, ou bien il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte? Parce qu'il y a les complications potentielles, parce que le médecin peut se tromper, il peut y avoir une erreur qui est liée à l'informatique parce qu'il n'a pas vérifié, mais est-ce qu'il y a aussi des erreurs qui vont être liées aux contre-indications de certains médicaments entre eux, ou des effets indésirables? C'est après. Là, je suis vraiment sur la première partie. Là, je suis vraiment sur l'analyse, on va dire sur l'analyse globale de la prescription. Oui. Toute la partie ensuite, interaction, etc., c'est une deuxième partie de l'analyse. Là, vraiment, on fait que on est au comptoir, on a l'ordonnance sous les yeux, et on regarde, alors, une chose aussi très importante, systématiquement, on regarde dans l'historique de nos patients, quand c'est des patients chroniques, bien évidemment. On regarde ce qui a déjà été délivré. Le gros intérêt aussi depuis quelques années, et ça, c'était vraiment un apport essentiel, c'est que depuis 7-8 ans maintenant, je pense qu'on scanne absolument toutes les ordonnances. Donc, ça nous permet simplement sur l'ordinateur de vérifier le scan de l'ordonnance du mois d'avant ou d'il y a 3 mois, si c'est des ordonnances à renouveler. C'est une obligation que vous avez faite de le scanner ou non? Non, c'est pas une obligation du tout, mais non, c'est pas une obligation. Mais c'est tellement, ça fait, alors, moi j'ai une pharmacie où on est norme qualité, donc ça fait partie de nos process, hein, ça c'est évident. On ne délivre pas si on ne regarde pas dans l'historique. Et c'est justement en regardant dans l'historique qu'on se rend compte de certaines choses. Et c'est intéressant aussi des fois parce qu'on a l'ordonnance, et puis on dit, c'est bizarre, la dernière fois vous avez un produit contre le cholestérol, il n'y est plus. Puis le patient vous dit, non, en fin de compte, j'ai changé mon alimentation, j'en ai plus. Et ça instaure un dialogue aussi parce que le patient se dit, tiens, le pharmacien il s'est rendu compte qu'effectivement je prenais un médicament contre le cholestérol, j'en prends plus maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement intéressant. Et à l'inverse, le patient peut dire, ah bah non, zut, alors le médecin a oublié de me le noter, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc là, vous rappelez le médecin pour faire ce qu'il faut. Voilà. Donc l'historique médicamenteux sur l'ordinateur, il y a à la fois l'historique où il y a les noms de ce qu'on a tapé la fois précédente, mais sur chaque facture, on va dire, en face, on a automatiquement le scan de l'ordonnance. Donc on peut rapprocher les deux. Alors, on peut parler du dossier pharmaceutique, puisque tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est et comment ça fonctionne. D'accord. Alors, le DP, ce qu'on appelle le dossier pharmaceutique, il est sur votre carte vitale. Donc ça, c'est fondamental. Alors déjà, il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que votre pharmacien vous le propose, vous pouvez le refuser. On ne peut pas ouvrir un dossier pharmaceutique sans l'avis du patient. Donc on le propose. Si votre pharmacien ne vous le propose pas, vous pouvez très bien lui dire, est-ce que vous voulez bien m'ouvrir un dossier pharmaceutique? Il va le faire, il vous donnera un petit papier en disant, je vous ai ouvert un dossier pharmaceutique, ça c'est le cadre légal. Et à partir de là, tous les médicaments que vous prenez vont s'ajouter sur votre dossier pharmaceutique sur les 4 derniers mois. D'accord. Excepté les vaccins. Alors les vaccins, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est sur les 3 dernières années, je suis plus sûr du chiffre, donc j'ai une note, mais je sais que les vaccins, c'est beaucoup plus long. Le traitement, c'est sur 4 mois. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que depuis quelques années maintenant, les hôpitaux ont accès au DP. Au départ, quand c'est sorti, c'est l'Ordre des pharmaciens qui avait créé ça il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, maintenant il y a 11 ou 12 ans. Ce n'était pas accessible dans les hôpitaux. Or, le gros intérêt de ce dossier pharmaceutique, c'est que si vous arrivez à un accident sur la voie publique et que vous êtes en urgence, le médecin prend le DP, voilà, et il peut consulter votre traitement sur le dossier pharmaceutique. Est-ce que maintenant, on est censé le proposer systématiquement? Parce que par exemple, moi, on ne m'a jamais proposé d'ouvrir un dossier pharmaceutique. Eh bien voilà, je sais. On a fait une grosse campagne à un moment donné dans mon officine, on le proposait. Donc on l'a fait. C'est vrai qu'on ne le fait pas forcément tout le temps systématiquement. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est des missions de... Comment dire, ce serait éventuellement l'ordre des pharmaciens ou éventuellement la CPAM, la CNAM, de relancer des campagnes d'ouverture de... Est-ce qu'il peut arriver que des dossiers soient ouverts sans que ce soit proposé aux patients? Ouais, ça peut arriver, oui. Je vais être très honnête avec vous, c'est déjà arrivé. Parce que malheureusement, quand on met la carte vitale, les logiciels proposent l'ouverture. Donc malheureusement, il faut qu'on fasse un nom. Et si on ne fait pas un nom, qu'on fait un enter, il risque de l'ouvrir. Mais il vous imprime un papier quand même. Mais malheureusement, on sait que c'est arrivé dans le passé. Alors maintenant, ils ont modifié le logiciel pour que ce soit à l'envers. Mais il y a eu une période où effectivement c'était comme ça. Et il y a eu des plaintes, et ce que je trouve tout à fait légitime, des plaintes de gens qui ont dit, mais on m'a ouvert un DP alors que j'avais rien demandé à personne. C'était pas de la mauvaise intention du pharmacien,
c'est que pendant tout au début, honnêtement, les logiciels étaient, si vous faisiez Enter, vous ouvriez le DP. Alors que maintenant, on a vraiment l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert. Hein, quand on fait Enter, ça n'ouvre pas le DP, ça vous propose, et si vous voulez vraiment l'ouvrir, il faut faire une action supplémentaire. Voilà. On a la même chose sur le dossier médical partagé. Ça, parce que maintenant, on a un dossier médical partagé depuis un an. Je ne sais pas si vous savez, c'était une arlésienne depuis une année. Le dossier médical partagé. Donc maintenant, on peut l'ouvrir dans les pharmacies sans problème. Le médecin peut l'ouvrir aussi. Vous pouvez le faire ouvrir à la CPAM. Le seul souci du dossier médical partagé, c'est que c'est difficile à l'heure actuelle de l'alimenter. Donc on nous a fait un joli outil, mais malheureusement, les accès pour l'alimentation sont un peu compliqués. C'était bien parti en 2019, c'était même très très bien parti. Et puis je vous avouerai qu'en 2020 ayant été une année exceptionnelle, on ne parle plus de DMP, personne ne parle de rien, il n'y a plus rien. Voilà. Alors si on va un petit peu sur après la prescription, et bien évidemment, il y a la dispensation. Oui. Donc qu'est-ce qu'on peut mon petit déroulé. Donc, sur la dispensation, donc, on fait dans le back-office et sur l'ordinateur, on fait effectivement notre travail de vérification des interactions médicamenteuses, etc., de posologie, d'accord. Et au comptoir, tout bon pharmacien, en principe, donc va vous expliquer la posologie, la bonne utilisation et les effets indésirables des médicaments, d'accord. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, on met à disposition des personnes, voilà, des informations et des conseils nécessaires au bon usage des médicaments, la préparation, comment on les reconstitue, la conservation, s'il faut les conserver au réfrigérateur, etc. Et les dispositifs médicaux, par exemple. Nous, on fait systématiquement, pour les gens qui savent pas, qui ont une nouvelle prescription, par exemple chez les asthmatiques, tous les sprays, pour les asthmatiques, on leur fait une démonstration, puisqu'on a des sprays vides. Donc, on leur montre comment il faut faire, parce qu'on se rend malheureusement compte que si on le donne comme ça peut être aussi un risque, puisque par exemple, il y a des systèmes où il faut mettre une gélule à l'intérieur, il faut percer la gélule, il faut aspirer dans le système, parce que la poudre qui est dans la gélule va sortir. Et ça me paraît fondamental que le pharmacien explique bien, même si c'est écrit sur la boîte, que le pharmacien explique bien que la gélule doit se mettre dans le système et qu'on avale la poudre, et que le patient ne doit pas avaler directement la gélule, parce que ça a déjà arrivé dans le passé. Donc ça, on le fait. C'est pareil, ce n'est pas une obligation légale, mais la majorité des pharmaciens quand même le font. Alors, dans la dispensation aussi, c'est la préparation éventuellement des doses administrées, ce qu'on appelle la PDA, qui est très très répandue dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, un peu moins en ville, c'est en train de se développer de plus en plus. Avec le Covid, on l'a vu nous de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont restées à domicile. Donc, nous, on a fait beaucoup de dispensations à domicile et de par là même, on a fait de la préparation. Souvent, c'est les infirmières aussi qui préparent à domicile. Donc, voilà, mais c'est une façon aussi de sécuriser la prise médicamenteuse. Même pour les gens plus jeunes, parce que lorsque vous avez l'habitude de prendre un comprimé tous les jours à la même heure, au bout d'un certain temps, vous dites, mais je l'ai pris ce matin, mais est-ce que c'était ce matin ou est-ce que c'était hier matin? Donc, le fait d'avoir quelquefois un pilulier avec les jours dessus, ben, on se rend compte si le comprimé est encore dans la petite casse. Donc en fait, on parle de préparation de doses, c'est dans les piluliers essentiellement, ou ça peut être des escargots, juste comme ça? Sur des quoi? Je n'ai pas compris. Dans les EHPAD, je sais que souvent, ils font des escargots avec les différentes doses. Alors, ça dépend des systèmes, tout à fait. Ça dépend des machines. Il y a des machines, effectivement, qui font des trucs enroulés. Il y en a, ça se fait manuellement. Il y en a, c'est dans des piluliers format feuille A4 avec le lundi, mardi, et puis matin, midi, soir, etc. Ça dépend des systèmes, tout simplement. Alors, dispensation, oui, je vous ai marqué. Organisation du bilan partagé de médication, bah oui, parce qu'on peut le proposer, on en reviendra après, on peut le proposer à nos patients chroniques à partir d'un certain âge. Et adaptation des dispensations aux soins, je ne vois pas le fin de la diapo. Mais le bilan partagé, là, ça consiste en quoi, en fait? Alors, vous voulez qu'on en parle maintenant, si vous voulez? Vous avez oui, ça arrive plus tard. Alors, je voulais savoir, là, vous avez les relations avec les médecins traitants qui font toutes ces prescriptions, c'est assez facile ou c'est compliqué? Ben, ça dépend des endroits. Moi c'est très facile parce que je les connais très très bien. C'est facile aussi parce que je vous avouerai qu'à l'heure actuelle, nous on est en train de monter une maison de santé pluripro avec les médecins, les infirmières et tous, donc on se voit tout le temps, on se voit régulièrement, donc forcément les barrières tombent et on s'entend bien. Moi j'ai des confrères effectivement en ville, quand ils n'ont pas l'habitude de connaître le médecin qui décroche leur téléphone, c'est pas toujours très simple. Ça,
Je ne vais pas dire le contraire. Il y a des pharmaciens qui ne sont pas faciles, mais il y a des médecins qui ne sont pas faciles non plus. Donc, ça ne se passe pas toujours forcément très très bien. Dans mon cas, j'ai pas de problème. J'ai des confrères, moi, qui me disent régulièrement, non, mais tel médecin, je ne peux pas l'appeler parce qu'il nous raccroche au nez, puis parce qu'il n'est pas Oui, sympa. surtout, il y a peut-être aussi un peu de nomadisme aussi des patients d'une pharmacie à l'autre, et c'est pas forcément toujours évident. Il y a du nomadisme. Oui, ça se respecte le nomadisme. On considère, depuis il y a eu une étude il y a quelques années, on considère qu'un patient fréquente 4 pharmacies en fait. Pas une pharmacie, mais 4 pharmacies. Bah oui, parce qu'il y a sa pharmacie chronique, la pharmacie de dépannage, il va y avoir la pharmacie sur son lieu de vacances, puis éventuellement le jour où il ne va pas pouvoir aller à sa pharmacie habituelle, bah, c'est sa fille ou c'est l'aide ménagère qui va aller dans une autre pharmacie. Donc globalement, il y a 4 pharmacies. Moi, je suis à la campagne, donc les clients, les patients, pardon, sont quand même très, à mon avis, très fidèles, il n'y a pas de souci. Mais bon, alors après l'histoire du médecin traitant, on arrive quand même toujours, à mon avis, à se faire comprendre, à se faire entendre. Si on parle de risque, la problématique, elle n'est pas tellement encore avec les médecins traitants, quand ils ne sont pas faciles, on arrive quelquefois à contourner. Le risque, il va être plus, malheureusement, avec les grands centres hospitaliers. Parce que là, c'est un interne ou un externe qui a fait la prescription. Et là, souvent, pour arriver à les avoir au téléphone, c'est très compliqué. Alors, on parlera plus tard de la conciliation, parce que ça se développe au sein des hôpitaux. Ça finira peut-être par améliorer un petit peu la relation avec le pharmacien. Oui, je vous en parlerai parce que moi j'ai une expérience sur mon secteur là-dessus. Alors, je finis peut-être le diapositive sur la dispensation. Donc, on parle après des barrières de sécurité sur la dispensation, si vous voulez en parler un voilà. petit peu. Sur la dispensation, tout à fait. Alors, je vous avais dit, c'était les outils verbaux, vérifier la pertinence et la conformité de l'ordonnance, le déchiffrage, la validité réglementaire, la falsification, l'âge, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un bébé, etc. Je ne vois toujours pas le dessous de la diapositive. Après, on parlait des logiciels métiers qui sont, oui, on a un petit peu parlé, un dossier du patient, dossier pharmaceutique, de DMP, et puis tout ce qui concerne l'obligation de stabilité sur la problématique des ruptures, le générique pour les patients âgés. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant, effectivement. Ouais. Alors, on a une obligation légale, nous les pharmaciens, normalement, d'assurer, lorsqu'on donne un générique chez les personnes de plus de 75 ans, d'assurer une stabilité de laboratoire. C'est-à-dire que si je donne, je ne sais pas moi, une rosuvastatine ou un lansoprazole, on doit toujours donner le même traitement pour que la personne ne soit pas perturbée. Malheureusement, depuis de nombreuses années, on a énormément de ruptures, de plus en plus de ruptures. Donc moi, à l'heure actuelle, quand je passe mes commandes 2 fois par jour, mon but à moi, c'est d'avoir du lansoprazole en rayon. J'en suis plus à me dire je veux du lansoprazole de chez Merck ou je veux du lansoprazole de chez Winthrop. Je passe des dents en disant pourvu que j'arrive à rentrer du lansoprazole. Il y a le problème aussi très aigu en ce moment sur les sartans, les irbesartans, puisque je ne sais pas si vous avez su, l'an dernier, il y a eu un problème sur le valsartan, donc tous les valsartans ont disparu. Donc il y a eu un report de prescription sur les irbesartans. Donc il y a beaucoup plus de gens qui sont sur les irbesartans. Les laboratoires n'arrivent pas à suivre par derrière. Et moi, à l'heure actuelle, je crois que j'ai 3 ou 4 marques d'irbesartan dans les rayons. Donc, alors, pareil, on regarde, Monsieur Durand, il vient avec une prescription d'irbesartan du médecin. On regarde systématiquement dans son historique ce qu'il a eu le mois d'avant comme laboratoire pour essayer de lui donner la même chose. Mais franchement, là, au moment où je vous parle, en décembre 2020, ça devient très, très compliqué d'assurer la même cette stabilité. Donc, c'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque parce que le fait de donner du générique, en fait. C'est un petit peu contradictoire avec l'idée de donner des génériques, parce que de développer plutôt le générique, puisque vous donnez toujours le même. Vous essayez toujours de donner le même produit, en fait, entre le même nom de produit pour que les gens se repèrent bien. C'est exactement le même nom, voilà, tout à fait, mais comme c'est pas comme chaque. Alors, c'est le même nom, c'est évidemment la même molécule, c'est le même produit, c'est la même efficacité. La seule contrainte que n'ont pas les laboratoires, c'est de respecter la forme galénique. Donc, il y en a un qui va faire une gélule jaune, alors que l'autre va faire un comprimé bleu. Et c'est là où il y a une aberration, c'est-à-dire que, moi, je fabrique pas de médicaments, mais je me dis que si on leur avait dit, ok, vous faites la même molécule, mais vous essayez un tant soit peu de conserver la même galénique pour ne pas perturber les patients, ça aurait été beaucoup plus simple. Ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est effectivement un risque de conflit. Voilà.
Ensuite, Alors, dites-moi. ensuite, vous avez parlé aussi dans votre diaporama des outils type procédure qualité et outils service. Donc, vous avez évoqué le fait que vous étiez sous une démarche qualité dans votre officine. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, oui. Alors, nous, on fait ce qu'on appelle la double vérification. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a du temps dans la journée, il y en a un qui se met dans l'ordinateur et qui revérifie, puisque je vous ai dit qu'on scannait tout à l'heure toutes les ordonnances, ça va relativement vite, on revérifie le scan de l'ordonnance avec ce qui a été délivré sur la gauche pour voir si c'est pas la même. Alors, celui qui vérifie n'est pas celui qui a délivré, sinon ça n'irait pas. Donc, globalement, ça se passe bien, on vérifie et il peut nous arriver de retrouver des erreurs. C'est très rare, franchement. Il peut nous arriver de retrouver des erreurs, auquel cas, on rappelle la personne. Ça fait partie des process qualité, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on demande systématiquement le numéro de téléphone des gens pour pouvoir les rappeler s'il se passe quelque chose. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle la double vérification. N'importe quel moment de la journée, ça ne se fait pas automatiquement. Donc, je vais être très franc, très honnête avec vous. À partir du 16 mars 2020, on n'a plus fait de double vérification parce qu'on était pris dans un tel tsunami que c'était juste plus possible. Alors maintenant, tout doucement, on essaye de s'y remettre, mais je vous avouerai que, voilà, si vous voulez, on en parlera, si on a 2 minutes, on en parlera on peut même en parler maintenant. C'est très intéressant, l'histoire de la crise Covid. En 2 mots par rapport à la sécurité. Nous, effectivement, on a des process qualité qui sont dans des classeurs, qui sont établis, qui sont écrits. On faisait des réunions d'équipe quand il y a un souci avec des jolis process écrits, etc. Et avec le Covid, tout a tellement explosé, on a tellement été mis sous pression qu'on ne pouvait plus faire ça. Et on s'est rendu compte qu'on avait mis un autre système en place. C'est un peu un système comme dans les restaurants. C'est-à-dire qu'à partir du 16 mars, on a mis malheureusement les patients dehors, les patients étaient dehors à cause du Covid, et les médecins nous transmettaient les ordonnances par fax, par mail, et donc on parlait à voix haute, c'est-à-dire qu'on disait « j'ai l'ordonnance de monsieur untel, j'ai l'ordonnance de madame ceci, j'ai vu ça, j'ai vu ci ». C'est-à-dire qu'on ne fait jamais en temps normal à l'officine, puisqu'on a une obligation de discrétion, et on parle entre nous de façon très, très basse. Là, à cause du Covid, on parlait très, très fort entre nous, en échangeant énormément d'informations, et en justement essayant de dire j'ai analysé ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça, est-ce que tu as vu ci, est-ce que tu as vu ça, est-ce que vous avez délivré telle ou telle chose. On a fait à haute voix, et je trouve avec autant de qualité, moi, alors là, clairement, que ce qu'on faisait d'habitude, calmement, sur du papier, etc. Pour moi, c'était extrêmement instructif d'avoir mis ça en place. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu le Covid et parce qu'on a été mis sous pression qu'on n'a plus fait de qualité, on l'a fait différemment et on l'a réinventé spontanément et rapidement. Et moi, j'ai trouvé que c'était Et le fait que dans les procédures qui permettent de sécuriser les process, parler à voix haute quand on fait quelque chose, c'est un process de sécurité. Hein. Ça permet de se Absolument. Ça permet et d'enregistrer en soi-même et de faire enregistrer aux autres. Tout à fait. Mais c'est très, très, franchement, c'était très, très bien. Parce que c'est pareil, quand vous avez un process écrit, alors ça laisse une trace, je suis d'accord, mais quelquefois, ça va prendre plus de temps. Là, il y a le côté immédiat et il y a le côté équipe. Moi, j'ai une équipe, voilà. Donc, on est généralement 4 dans l'officine. Donc, toutes les personnes étaient au courant en même temps. Donc, c'était vraiment très, 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 très bien. Voilà. Comme le technique en chirurgie, où tout le monde doit avoir la même représentation de ce qui se passe, en fait. Hein. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Je vous parlais d'une brigade dans un restaurant, mais c'est un peu le même principe, je trouve. Alors, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Hein. On vous répondra. Parce que moi, je suis très bavard, donc il ne faut pas hésiter. Alors, on a passé la dispensation, donc on en est maintenant à l'administration. Donc, évidemment, l'administration, elle va être différente si c'est le patient lui-même qui s'administre le médicament ou si c'est un tiers, une aide ou si c'est un EHPAD. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue du pharmacien? Parce que vous parlez d'alliance thérapeutique, moi ça me plaît bien et j'aimerais bien savoir comment vous créez l'alliance thérapeutique. Et bien justement, l'alliance thérapeutique, elle se crée, à mon avis, elle se crée avec ce que j'ai dit en propos introductif, là, les bilans partagés de médication. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à l'heure de l'ordonnance, on n'en est plus à l'heure du médecin qui ordonne, je t'ordonne de prendre ce traitement. Quand on veut faire descendre quelque chose comme ça en disant au patient, tu dois prendre, ouais, le patient, il achète le médicament, il le ramène chez lui. Est-ce qu'il le prend? Moi, j'en suis pas du tout convaincu. D'ailleurs, quand vous parlez de l'infirmière, elle vous raconte que quelquefois, dans les armoires à pharmacie,
Du cardégique, il y en a jusqu'au plafond. Ah oui. Alors que si vous créez une alliance thérapeutique avec le patient en lui expliquant pourquoi il doit prendre du cardégique, voire mieux, pas en lui expliquant, mais en lui disant, à votre avis, pourquoi est-ce que vous prenez du cardégique, en allant lui faire chercher des ressources propres à lui, avec son langage à lui, du pourquoi il a intérêt à prendre du cardégique, c'est là où vous arrivez à créer une alliance thérapeutique. Donc, c'est toutes des choses, on joue sur les mots, mais on a fait évoluer les façons de soigner les gens. On n'est plus descendant, mais on est plutôt ascendant. Donc, c'est-à-dire que c'est ça l'intérêt du bilan partagé de médication, c'est que vous dites au patient, vous avez une maladie, vous avez une problématique, il y a des traitements en face, expliquez-moi pourquoi vous prenez ces traitements ou pourquoi vous ne les prenez pas. Et à partir de là, vous le laissez parler avec ses mots et vous réexpliquez l'intérêt de telle ou telle chose. Vous faites de la négociation, de l'alliance. Si on parle du cardégique, c'est un de mes dadas en 2 mots, le cardégique, parce qu'il y a énormément de gens qui en prennent. Le cardégique est prescrit à midi. Les gens, j'ai lu une fois dans un papier que pour les plaquettes, c'était mieux qu'ils soient pris à midi. Ah, le problème, c'est que moi, dans mon village, j'ai beaucoup d'agriculteurs. Et puis, j'ai aussi beaucoup de dames en retraite qui vont au club. Alors, les agriculteurs à midi sont sur leur tracteur et en clairement prendre un cardégique à midi, ça ne les intéresse pas. Et les petites dames, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, rassurez-vous. Les petites dames qui sont au club, elles n'ont pas envie d'ouvrir le petit sachet de cardégique pour le mettre dans l'eau, ça ne leur plaît pas. Donc, vous négociez avec les gens, puis vous leur dites, attendez, le médecin, vous l'avez dit, oui, mais le médecin me dit toujours qu'il faut le prendre le midi. Est-ce qu'il vaut mieux que vous ne le preniez pas ou est-ce qu'il vaut mieux que vous le preniez le matin? Ah bah oui, il vaudrait mieux que je le prenne le matin. Et bien voilà, c'est gagné. Prenez-le le matin, vous ne l'oublierez plus. Et c'est parti. Voilà. C'est ça la négociation et l'alliance thérapeutique. C'est faire comprendre au patient que le médicament est important pour lui. Lui dire, écoutez, si vraiment ce n'est pas possible à midi, prenez-le le matin. De toute façon, ce n'est pas vrai pour tous les médicaments. Il y a des médicaments où on doit respecter absolument l'horaire. Mais sur celui-ci, par exemple, pour moi, ça ne pose pas de problème qu'on change l'horaire. Voilà. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on négocie au niveau de l'administration. Alors, on ne va pas y passer des heures, mais par exemple, effectivement, quand c'est en maison de retraite ou quand il y a une infirmière qui passe, automatiquement, l'administration est beaucoup plus sécurisée puisque l'infirmière va s'assurer que le traitement est bien pris. Je crois que je vous ai mis la règle des 5B quelque part. Après, on va la mettre. En passage, ce que vous expliquez Fordé tout de suite, là, on est vraiment sur les outils que par exemple la HAS préconise quand on parle du feedback ou du 3-dire. Hein, c'est-à-dire on fait dire au patient et on redit derrière pour bien s'assurer que le patient a bien compris. Et donc, ce que vous avez évoqué, ça rentre complètement dans la logique de la participation du patient à ses soins et finalement, voilà, le patient n'est plus passif, mais actif sur son traitement. C'est ça. Et alors, d'ailleurs, parce que je vous parlais tout à l'heure de la Société française de pharmacie clinique dont je fais partie et dont je suis très fier, on fait très attention justement à ces mots. Et une chose sur laquelle on débat beaucoup, c'est que nous, on n'a plus parlé on ne doit plus parler de prise en charge du patient. Le patient n'est pas une charge. On ne le prend pas en charge, on le prend en soin. On est là pour le soigner, on est là pour l'aider. Et je trouve que c'est exactement la même sémantique que quand on dit c'est une ordonnance qui ordonne. Non, c'est plus ça, on n'en est plus là. On ne prend pas en charge les gens. Il y a un soin global, c'est le patient qui se prend en soin, nous allons l'aider à se prendre en soin lui-même et on va essayer de lui faire comprendre quelles sont les plus-values de prendre son traitement. On est d'accord. Voilà. Alors, une fois qu'on a parlé de l'administration, donc là, ça peut être aussi des tiers aussi qui vont administrer aux patients, ça peut être des aidants par exemple. Et du coup, est-ce que vous avez un rôle aussi avec les aidants? Est-ce qu'ils viennent vous voir pour se renseigner sur la prise de traitement et tout ça? Ah oui, oui. Oui, très souvent, justement, oui, c'est pas forcément des infirmières, ça peut être effectivement les aides ménagères, etc., qui viennent chercher les courses. Oui, on essaie. Alors, c'est pas toujours simple. Alors, c'est un autre problème, c'est que souvent les aides ménagères, elles vous disent, ah, mais attendez, moi, je n'ai qu'une heure par jour chez Madame Machin, il faut que je fasse son ménage, les courses, etc. Donc, la pharmacie, il faut que ça aille vite, je dépose l'ordonnance et je repars avec. Donc, c'est pareil, on essaie de négocier avec l'aide ménagère en lui expliquant comment il faut faire avec la petite dame. Alors, encore une fois, je suis dans un village, on a 2 cabinets d'infirmiers, nous. Quand on voit que c'est trop difficile ou qu'il y a un risque trop important, honnêtement, on ne prend pas de risque, on appelle le médecin, puis on lui dit qu'il n'y a pas moyen de faire passer à l'infirmière, et c'est les infirmières qui prennent le relais pour aller préparer les piluliers. Le fils, la fille, c'est un peu... Ah oui, tout à fait. Quand on parle des dents au sens large, ça peut être effectivement le conjoint aussi. Ah bah là, c'est pareil, oui, on explique les traitements oui, de la même façon.
Mais ça peut être une source d'erreur, je suis d'accord avec vous, parce que on s'en est rendu compte dernièrement. C'était un jeune homme qui est venu pour sa maman. On lui avait vraiment expliqué tout le traitement, et la maman téléphonait par derrière, parce qu'en fait, je suppose qu'il il avait tout compris. Hein. Je suppose quand il est arrivé à la maison, il a posé le paquet, puis voilà quoi. Voilà. Donc, à l'impossible, il n'est tenu, nous on fait ce qu'on peut, mais quelquefois, c'est pas ça. Et c'est très amusant parce que, comment dire, quand on a eu le coup de fil de la maman, il y a une de mes préparatrices qui a dit « j'étais sûr ». C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est dit oui, il avait bien reformulé, il avait bien compris, mais on sentait bien que ça n'intéressait pas outre mesure. Et voilà. donc, les patients, alors, encore une fois, à bien vérifier leur traitement, que c'est bien le bon traitement, que c'est bien la bonne dose, parce qu'il faut relire leur dose quand on prend son traitement. Est-ce qu'on fait, quand une infirmière administre le médicament, est-ce qu'on l'incite à bien vérifier que son ordonnance est bien conforme à ce qu'il prend, que le médicament... Honnêtement, non. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Là où les incite, c'est que, alors, moi j'ai un truc aussi, c'est que je veux systématiquement que les posologies soient écrites sur les boîtes. Donc souvent, on les incite à bien respecter ce qu'on a écrit sur la boîte. Voilà. Parce que, alors, je vais être très franc avec vous, on a effectivement un souci avec les logiciels d'aide à la prescription sur les ordinateurs, où quelquefois vous avez le traitement du mois de mars qui est cumulé avec le traitement du mois d'avril, le traitement du mois de mai, le traitement du mois de juin, le traitement du mois de juillet. Parce que le médecin n'a pas forcément fait le ménage nécessaire. Donc nous on fait le ménage sur les ordonnances, et surtout on dit aux gens, attendez, ce que vous devez prendre, c'est ce qu'on vous donne là, et ce qu'on vous a marqué sur la boîte. Éventuellement, les gens nous disent, il me reste ceci, cela, alors ok, vous prenez ça. On refait du débriefing, etc. Mais de là à dire, vous devez relire l'ordonnance, j'ai envie de vous dire, malheureusement, l'ordonnance n'est pas toujours totalement pertinente. Voilà. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est la vérité. Donc, voilà. Des patients vous ramènent des choses avec des erreurs par rapport à leur distribuer. Oui, alors ça c'est intéressant aussi ça. Alors déjà on essaie quand même d'en faire le minimum, mais ça arrive toujours. Il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas, je suis d'accord avec vous. Ça arrive. Ce qui est toujours un peu bizarre, c'est quand il y a une erreur qui est faite par la pharmacie, quelle qu'elle soit, parce que moi j'ai fait partie aussi de cercles à droite à gauche où on débriefe de ces choses-là. La première chose que fait le patient, c'est pas de téléphoner au pharmacien, mais c'est de téléphoner au médecin. Ça va qu'on m'explique pourquoi. J'ai toujours pas compris. Le pharmacien s'est trompé dans ce qu'il m'a délivré, j'appelle le médecin. Ben non, j'appelle le pharmacien en disant pourquoi est-ce que tu ne m'as pas donné ce que je voulais. Alors ils reviennent en disant ah ben le médecin m'a refait une nouvelle ordonnance parce que ce que vous m'avez donné c'était pas ça. Eh bien, attends, si je me suis trompé, je reprends mon ordonnance, on va regarder ce qu'il y a, mais ça ne sert à rien de recourir chez le médecin. Donc, et ça c'est un réflexe que c'est intéressant, hein, c'est un réflexe que n'ont pas les gens de, je ne sais pas pourquoi, de se dire le pharmacien s'est trompé ou le pharmacien m'en a pas donné assez des boîtes. Par exemple, oméprazole pour mon estomac, et ben moi j'en prends pas un le soir, j'en prends un matin et soir. Il me faut 2 boîtes. On n'a donné qu'une parce qu'il n'a pas lu l'ordonnance comme il faut, mais on n'a donné qu'une. Ben, le patient va téléphoner au médecin en disant mais j'ai eu qu'une boîte. Et c'est pas le problème du médecin, c'est le problème du pharmacien. Si on pouvait faire comprendre aux patients que s'il y a une erreur de délivrance, on passe d'abord par la case pharmacien avant de remonter au médecin, je pense qu'on gagnerait du temps et de l'efficience. Alors, le temps avance, donc on va passer aux nouvelles missions, si vous voulez bien. Oui. Donc, en plus, une question là, oui. qui me dit, pourriez-vous énumérer les différentes missions, par exemple, pour les antivitamines K, l'asthme, etc. Donc, on va en parler un petit peu. Donc, là, on est sur la première, qui est l'entretien pharmaceutique sur AVK, asthme et tout ça. Alors, c'est depuis 2014. Alors, je vais vous les énumérer. Oui, c'est donc AVK, hein, donc c'est le Préviscan et la coumadine. Et puis ensuite, il y a tous les AOD, les KISS, etc. Donc ça, il y en a 2. Ensuite, il y a eu l'asthme, la 3e, d'accord. Après, il y a eu les bilans partagés de médication, qui sont arrivés en 2018. Et là, depuis septembre 2020, on a le suivi en oncologie. C'est encore différent. C'est-à-dire que si on prend les 3 premiers, c'est sur le même schéma, hein, qui est le même schéma de trame, on va dire, d'entretien. Le bilan partagé médication, il est beaucoup plus large, ça n'a plus rien à voir, parce que les 2 premiers sont sur un traitement particulier. C'était un peu frustrant d'ailleurs, c'est que vous receviez le patient, vous lui parliez de son Préviscan. Ben oui, mais généralement, il n'y a pas que du Préviscan, il y a tout un ensemble autour. Donc, ce n'est pas hyper pertinent de parler que du Préviscan.
Dans le bilan partagé de médication, vous parlez plus du traitement, sur les médicaments avec ODA, tout ça. Donc ça se déroule comment Est-ce que les médecins informent le patient qu'ils peuvent aller voir leur pharmacien ou pas? Est-ce que les médecins informent? J'ai pas compris. Vous pouvez aller voir votre pharmacien, il va vous réexpliquer. Comment ça se passe alors? Alors, quand ça s'est lancé en 2014, les médecins ont reçu des lettres. Et je vais être franc parce que vous me posez la question. Beaucoup de médecins, ils ont mis à la poubelle en disant, mais ça sert à rien, moi je vous l'explique déjà très bien le traitement. Bon, ok, c'est tout. Voilà, donc c'est pas toujours simple non plus, y compris pour les bilans partagés de médication. Vous avez des patients qui disent, mais mon médecin m'a tout bien expliqué. Ok, est-ce que vous acceptez qu'on en parle quand même? Bah oui, si vous voulez, mais vous verrez, mon médecin a tout dit. Prenez le temps de parler avec le patient. Je ne critique pas les médecins, encore une fois, je m'entends bien avec eux, mais ils n'ont pas le temps de tout voir non plus, les médecins. Nous, on prend 20 minutes avec le patient pour parler de son traitement, le médecin prend 20 minutes. Et là, à la fin, le patient vous dit, ah oui, effectivement, il y a des trucs que j'avais jamais, des choses que j'avais jamais osé dire à mon médecin. Ça aussi, c'est intéressant, on est complémentaires. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est on remonte. C'est un bilan partagé de médication. Partagé. Le pharmacien, le médecin, le patient. Donc, le pharmacien a l'obligation de renvoyer un compte rendu au médecin. Ça, c'est obligatoire aussi. Et c'est super enrichissant aussi. Voilà. Donc, est-ce que les médecins disent à leurs patients? Très honnêtement, ça c'est dans le monde des bisounours. Donc non, franchement non. Comment ça se passe alors? On prend rendez-vous avec le patient. Vous voulez qu'on parle des entretiens particuliers ou plutôt de bilan partagé de médication? Pour les entretiens pharmaceutiques, peut-être nous redonner un petit peu sur la slide, c'est-à-dire comment ça le timing, c'est-à-dire que ça se déroule un premier entretien. Oui. On prend rendez-vous avec le patient. Hein, et puis alors, il y a toujours cette phase d'écoute. On lui dit, vous avez du Préviscan, racontez-moi l'histoire de votre maladie. Alors, c'est pareil, on est formé. Il faut savoir aussi cadrer le patient. Parce que ça m'est arrivé une fois où j'ai dit à la dame, ben, racontez-moi pourquoi vous prenez du Préviscan. Et là, elle m'a remonté sa grand-mère, sa mère, et seulement elle après. Donc, oui, c'est gentil, mais au bout de 2 heures, il faut quand même qu'on arrive à cadrer un peu le truc. Et donc, une fois qu'ils ont parlé de leur maladie, qu'ils vous ont expliqué quelquefois bah, pourquoi ils ne prennent pas bien leur Préviscan ou leurs problématiques par rapport au Préviscan, à ce moment-là, nous, on reformule sur ce que c'est que le Préviscan, comment il faut le prendre, quels sont les effets secondaires, on leur explique ce que c'est qu'un INR, on leur explique ce que c'est qu'un chiffre cible, quel est le risque s'ils sont... Ah non, on ne leur explique pas. On leur dit, est-ce que vous savez quel est le risque si c'est trop bas ou si c'est trop haut? Est-ce que vous savez quels sont les signes que vous risquez d'avoir si vous êtes surdosé ou sous-dosé? Et puis là, on les laisse parler, etc. Il y a des jeux tout simples. On dit, ben, si, par exemple, le risque hémorragique, qu'est-ce que c'est? Moi, je dis toujours, ben, pensez à votre visage. OK. Vous regardez dans la glace, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez que vous avez un petit faisceau rouge dans l'œil. Ah oui, mon mari me l'a déjà dit. Ben, voilà, c'est gagné. Ben, pensez à votre visage, votre petit faisceau rouge. Ah, c'est peut-être qu'un surdosage. Vous vous mouchez, vous saignez du nez, vous brossez les dents, ça saigne et ça ne s'arrête plus. Ça, c'est déjà la trilogie. Est-ce que vous faites la cuisine? Oui. Vous coupez les oignons? Oui. Vous êtes sous Préviscan? Ah oui, vous avez raison, il faudrait peut-être que je change de façon de faire parce que si je me coupe, effectivement, j'ai déjà remarqué que c'est... Donc voilà, vous essayez de rentrer dans leur vie quotidienne et de leur donner des astuces de façon de faire. Vous avez un jardin? Oui. Vous cultivez des choux? Oui. Quand c'est la saison des choux, vous en mangez matin, midi et soir? Oui. Ben non, on va peut-être changer un petit peu. Voilà, donc, voilà, c'est ça en fait, l'entretien. Et à partir de là, pardon? Les informations, par exemple, moi alors. J'ai pas compris, je suis désolé. Les jeunes pharmaciens qui sont actuellement pour leurs études, on va leur expliquer tout ça. Mais pour ceux qui sont actuellement en poste et qui n'ont pas eu ces formations, ça se passe comment? C'est l'URPS qui fait ça? Ah non, c'est pas par l'URPS. Alors, les jeunes pharmaciens, effectivement, sont formés pendant leur cursus. Moi, je ne suis plus du tout un jeune pharmacien, donc je me suis formé, on est d'accord? Donc, tous mes confrères se forment. Il y a des organismes qui sont agréés DPC, qui vous faites une formation en DPC, tout simplement. Ça ne passe pas par les URPS, hein, pas forcément, pas du tout même. Non, c'est des organismes indépendants. Tout pharmacien n'est pas obligé de faire ça. Hein. Il y a des pharmaciens qui ne veulent pas faire d'entretien. Moi, je trouve ça indispensable. Donc, c'est mon dada. Effectivement, tous les pharmaciens ne le proposent pas forcément. C'est tout doucement en train de... Moi, je dis qu'il faut entre 5 et 10 ans pour que les mentalités évoluent, que les choses se mettent en place. Ceci étant, les patients ont souvent l'habitude d'aller voir les pharmaciens pour leur poser plein de questions qu'ils ne poseraient pas à leur médecin. Hein. Que le médecin avec quoi? Avez-vous? Oui, mais
suis d'accord avec vous. Ils posent plein de questions au comptoir. Je vous promets que quand vous les prenez dans un espace dédié, que vous discutez avec eux tranquillement assis, eh ben, ils vous posent des questions différentes et vous les voyez d'une façon complètement Ce que je différente. veux dire, C'est c'est beaucoup qu'on plus fait une enrichissant. facilité quand on va venir voir les pharmaciens, alors que le médecin peut prendre rendez-vous. Et puis, si vous avez une Oui, équipe plus oui, importante, plus longtemps, je veux dire, c'est peut-être. on a un contact plus direct et plus facile parce qu'on est plus facilement accessible en termes de Alors, on va rendez-vous. Tout à parler un fait, petit peu, absolument. parce que bon, pour le cancer, c'est à peu près le même principe, mais donc sur la partie sur le bilan partagé des médications, là, donc ça, c'était intéressant de nous en parler un peu plus. Oui. Alors, le bilan partagé de médication, il y a 4 phases. Il y a ce qu'on appelle une phase de recueil d'informations. Alors, on prend rendez-vous avec le patient. Phase de recueil d'informations. Alors, on demande au patient de venir avec son traitement. Ça ne s'adresse pas à tous les patients, je crois que c'est très important. Pour les patients de plus. Voilà, pardon, excusez-moi, vous avez raison. Pardon, désolé. C'est les patients chroniques avec 5 molécules plus de 65 ans. Il faut qu'il ait 65 ans et qu'il ait au minimum 5 molécules. Alors, moi, on est plusieurs en train de se dire que, en fait, c'est l'assurance maladie qui avait mis des barrières au départ parce qu'ils avaient peur que ça leur coûte trop cher, qu'il y ait trop de pharmaciens qui aillent sur ces missions-là. C'est pas ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, moi, je pars du principe qu'il faudrait qu'on élargisse un petit peu. Parce qu'il m'est arrivé, moi et à d'autres confrères, vous avez un monsieur qui a une 60aine d'années, il n'a jamais eu de traitement, rien du tout. Du jour au lendemain, il fait un infarctus. Ça se passe bien, il ressort de l'hôpital. Lui qui n'a jamais eu de traitement, il sort de l'hôpital, il a une ordonnance avec 6 médicaments qu'il faut qu'il prenne tous les jours, tout le temps. Et ben pour lui, c'est la douche froide. Et ben ce patient-là, si vous voulez qu'il soit observant, c'est ce patient, il ne faut pas attendre qu'il soit chronique, qu'il ait plus de 65 ans et qu'il ait plus de 6 mois de traitement. C'est ce patient, moi je l'ai fait. Je lui ai dit, bah, écoutez, je vois que je le connaissais bien, mais je lui ai dit, venez, allez, on s'installe et je vous explique votre traitement. Alors déjà, il avait eu la douche froide de l'infarctus parce que c'était quelqu'un de très actif et ça l'avait choqué. Et le fait de lui expliquer son traitement, etc., de lui faire s'approprier son traitement, il a compris pourquoi il y avait un produit contre le cholestérol, pourquoi il y avait un fluidifiant, etc., etc. Donc, il s'est approprié son traitement. Donc, le bilan partagé de médication, à mon avis, c'est dès l'instant qu'il y a 5 molécules, parce qu'évidemment, c'est avec une molécule, ça n'a pas d'intérêt. Dès l'instant qu'il y a 5 molécules, on pourrait se dire qu'on pourrait l'élargir à autre chose que plus de 65 ans. C'est mon avis. Et pas forcément chez les chroniques. Ça pourrait être des cas par cas, à mon avis, qu'on pourrait identifier et tracer avec la CNAM, en se disant dès l'instant que vous avez ben, voilà, un post-infarct ou voilà, définir certaines pathologies pour pouvoir les prendre en charge. Donc, on prend les patients, on prend rendez-vous avec eux, on leur dit qu'ils viennent avec leur traitement. Pourquoi? Parce que c'est là où on va se rendre compte de la... Est-ce qu'ils connaissent bien les boîtes? Est-ce qu'ils savent les appréhender? J'ai une petite dame, une fois, elle me montre son traitement, elle me dit, vous voyez, ça c'est du 250, hein, mais il faut que j'en prenne que 125. Alors, il faut que je le casse en deux. Mais c'est pas facile, regardez, les comprimés ne sont pas simples, puis j'ai de l'arthrose dans les doigts. Et là, vous vous dites, mais attendez, au lieu de prendre du 250, il existe peut-être une formule en 125. Le médecin ne l'avait jamais prescrit. J'avoue très humblement que nous n'en avait pas non plus en stock. J'ai cherché, je lui trouve en 125. Je dis, si au lieu de couper le comprimé en deux, parce qu'il y a au risque, si, quand vous avez de l'arthrose, couper un comprimé en deux tous les 2 jours, au bout d'un certain temps, tu te dis, bon, là, je ne prends plus. Si je vous donne du 125 à la place, est-ce que ça serait plus simple pour vous? Et là, honnêtement, j'ai vu son visage s'éclairer en disant, ben oui, c'est ça. Ben voilà, pour moi, c'est ça un bilan partagé de médication. Il y a une problématique, le médecin n'avait pas, le pharmacien non plus, le comptoir, il faisait bien son boulot. Madame, vous prenez bien votre demi-comprimé? Oui, je prenais mon demi-comprimé. Mais il n'avait jamais expliqué au comptoir que c'était hyper difficile de couper le comprimé en deux. Voilà. Donc toute cette phase de recueil d'informations, pratico-pratique, qu'est-ce que vous avez comme maladie? Qu'est-ce que c'est votre traitement? Quelles sont vos problématiques de vie? Parce que quelquefois, il ne faut pas vouloir tout faire. Il y a des confrères qui me disent, mais ton truc, ça va durer des heures, c'est trop long. Et bien non, c'est comme une consultation médicale. Il faut que le pharmacien prenne l'habitude d'aller voir où il y a un point de fragilité. Il va sur cette fragilité-là et il y reste, il creuse. Vous avez parlé de problème de chute. Pourquoi est-ce que vous chutez? Et là, vous cherchez, est-ce que c'est un problème de iatrogénie médicamenteuse? Est-ce qu'elle a une vasodésépine avec une demi-vie longue qui fait que dans la journée, quand elle se réveille, ben, encore la vasodésépine dans le corps, elle tombe? Est-ce que c'est un autre problème? C'est un problème d'arthrose? Est-ce que c'est un problème tout simplement de pied? Est-ce que c'est un problème simplement parce qu'elle est mal chaussée? Et donc, on va aller chercher ces problématiques-là et on ne va pas forcément aller creuser de savoir s'il y a une interaction médicamenteuse pointue ou pas. Le bilan partagé de médication n'est pas là pour aller chercher s'il y a des interactions médicamenteuses pointues.
le travail là, il a déjà été fait en amont au comptoir. Si vous n'avez pas repéré qu'il y avait une interaction médicamenteuse quand vous avez livré, vous avez tout faux. Le bilan de partage de médication, il est là pour s'asseoir et se dire, attends, je regarde avec mon patient quelle est sa problématique et je peux éventuellement faire remonter des informations au médecin en lui disant, tiens, là, il y a peut-être un truc à creuser, il y a peut-être quelque chose, ou un truc tout bête. Vous discutez avec le patient qui vous explique qu'il fait du jardinage tout le temps. Vous dites, mais au fait, vous êtes à jour de votre vaccination tétanos? Ah, ben, je crois que mon médecin, il le note, mais je ne suis pas sûr, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Ben, écoutez, si vous voulez bien, dans le compte-rendu que je vais rendre au médecin, je vais lui dire, tiens, il serait bon de vérifier si le vaccin du tétanos Je est vais vous fait. couper un petit peu parce qu'on Voilà. on a avancé dans le temps et on a bientôt fini. On a bien compris votre rôle. Ça c'est vraiment un rôle, à mon avis, très important et vraiment très complémentaire du médecin. Et je pense que les patients doivent l'apprécier. Donc, est-ce qu'on peut dire deux mots, parce que des actes techniques qui vous sont maintenant dévolus un petit peu? Alors, ce que vous appelez les actes techniques, c'est en quelques mots, c'est par exemple la vaccination antigrippale. Alors, la vaccination antigrippale, effectivement, elle est rentrée dans le droit commun depuis l'hiver dernier, donc depuis 2019. Donc, je suis RPS, je vous l'avais dit au début. Donc, ça avait été fait d'abord dans 2 autres régions les 2 années précédentes, on passe. Donc, c'était des expérimentations en 2017 et en 2018. Comme ça s'est très bien passé en 2017 et en 2018, c'est passé dans le droit commun en 2019. Donc, tous les pharmaciens de France, maintenant, ont le droit de faire la vaccination antigrippale. D'accord? Donc, ça, c'est pareil. C'était sur formation. Tous les pharmaciens ne le font pas parce qu'il fallait qu'il y ait une formation qualifiante. Là, il y avait aussi obligation, il y a des obligations de locaux, d'accord, c'est très important, ça me paraît logique. Il y a des obligations d'élimination des dastries, hein, des seringues, et il y a une obligation de formation. C'est-à-dire qu'on doit renvoyer, comme quoi on a été formé, on en renvoie à l'ARS, comme quoi on a bien fait sa formation, comme quoi on s'est piqué, comme quoi on sait intervenir en cas de problème. On a été formé aussi sur les trodes d'angine. C'était une grosse avancée de mon URPS à moi, c'est-à-dire d'aller prélever à l'intérieur de la gorge, savoir si oui ou non il y a du streptocoque ou pas. Parce que dans mes dadas aussi, l'antibiorésistance fait partie de mes dadas. Je trouve qu'on prescrit vraiment beaucoup trop d'antibiotiques, ça c'est dramatique, mais je pourrais en parler pendant 10 heures. Donc en 2 mots, depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, on a le droit de faire des trodes d'angine. Le seul problème, c'est que tout le monde était prêt pour faire des trodes d'angine début 2020 et qu'on va dire qu'au printemps 2020, tout le monde a mis un masque et rideau, plus personne ne fait de trodes d'angine parce qu'il y a le Covid. La bonne nouvelle, c'est que grâce au Covid, enfin, c'est pas grâce au Covid, mais grâce au masque et aux distances, il n'y a plus rien à l'heure actuelle, et tant mieux pour les patients, il n'y a plus de gastro, il n'y a plus d'angine, il n'y a plus de varicelle, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc les trodes, je me dépêche. Récemment, le dépistage sur le Covid, donc j'imagine que c'est un autre sujet. Voilà. Récemment, il y a donc effectivement les tests antigéniques Covid. Oui. Et il y a aussi ce qu'on appelle la dispensation protocolisée. Ça, c'est aussi très, très intéressant, très important. C'est pareil, on n'en a pas parlé du tout parce que le Covid a tout écrasé de toute façon. À savoir que les pharmaciens, alors, je ne peux pas rentrer dans le détail, ça en serait trop long, mais en 2 mots, il y a des protocoles qui sont définis pour, par exemple, le mal de dos, la cystite. C'est Thomas Mesnier qui a poussé ça, le député qui a poussé ça à l'Assemblée. Une cystite, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Tous les samedis après-midi, moi j'ai une dame, parce que ça arrive plus souvent chez les dames, qui vient en me disant est-ce que vous pourriez me donner un sachet de monurine ou de phosphomycine, parce que franchement j'ai une cystite, je ne vais pas pouvoir tenir tout le week-end. À l'heure actuelle, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes censé lui dire écoutez madame, je ne peux pas, vous allez aux urgences. Vous allez faire 4 heures aux urgences, vous allez attendre, vous allez emboliser les urgences, d'accord, et ils vous prescriront de toute façon du monuril sans avoir fait autre chose de plus. Et après, vous irez chercher la pharmacie de garde le samedi soir. Ou alors, vous dites, écoutez, je vous donne la phosphomycine, mais surtout ne le dites à personne parce que c'est strictement interdit, je n'ai pas donné de droit de vous donner un antibiotique. Ces protocoles-là, ils sont là pour, on parlait de parcours patient tout à l'heure, pour justement donner de la sécurité au parcours patient. La dame arrive le samedi après-midi, on lui dit, écoutez, oui, on va faire une bandette urinaire, vous lui demandez d'aller faire sa bandette urinaire. Si la bandette urinaire est positive, vous délivrez de la phosphomycine, d'accord, et vous en informez le médecin, justement grâce à la carte vitale ODP, vous lui dites, voilà, je vais informer votre médecin comme quoi je vous ai délivré de la phosphomycine. C'est-à-dire que vous avez une traçabilité de ce que vous avez fait, vous avez de la sécurisation. Ça me paraît tellement évident, je ne comprends pas que ça ne fait pas 20 ans que ça n'existe pas. Moi, ce que je veux, c'est que lorsque le pharmacien
délivre quelque chose au comptoir de son propre chef, on puisse avoir plus de sécurité et de traçabilité. Il y a évidemment des choses qu'on a le droit de délivrer sans ordonnance et autres. Il y a quelques fois, on est malheureusement borderline. Alors, voilà, je suppose qu'autour de vous, vous aurez toujours mon pharmacien il est gentil, il m'a donné un antibiotique contre la cystite. Oui, oui et non, je suis pas d'accord. Ça devrait être fait de façon beaucoup plus protocolisée. Donc ça, c'était sorti en 2020. Vous en entendrez reparler, j'espère, en 2021, parce que ça a été mis un peu en... Ouais, parce malheureusement, à cause de ce fameux Covid. On va peut-être conclure en parlant rapidement sur un petit focus sur les établissements de santé, puis on va s'arrêter là. Voilà, la conciliation, 2 mots. Moi, je suis sur Lunéville, avec l'hôpital de Lunéville. Ça se développe de plus en plus en France. Lorsque vous êtes hospitalisé, par exemple, aux urgences à Lunéville, eh bien, vous avez un pharmacien qui vient vous voir et qui va faire de la conciliation médicamenteuse, c'est-à-dire qu'il va recueillir votre traitement. Et si vous n'êtes pas, parce que vous êtes aux urgences, que vous savez, même si vous savez d'ailleurs, si vous n'êtes pas exactement, si vous savez pas exactement ce que vous prenez, il va prendre 3 sources d'informations. C'est-à-dire qu'il va téléphoner au médecin, il va téléphoner à la famille, il va téléphoner au pharmacien. Donc nous, tous les jours, je peux vous dire, avec l'hôpital de Lunéville, on a un pharmacien qui nous appelle. Madame Martin est rentrée aux urgences. Elle nous a dit qu'elle avait ça et ça comme traitement. Est-ce que vous pouvez regarder dans votre ordinateur ce qu'elle prend comme traitement? Donc là, ça va lister tout ce qu'il y a dedans. Madame Martin va être hospitalisée 4-5 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle la conciliation d'entrée. Donc, il va regarder exactement tout ce que le patient prend. Pendant l'hospitalisation, les médecins vont rajouter ou enlever des choses. Et à la sortie d'hospitalisation, il y a ce qu'on appelle une conciliation de sortie. C'est-à-dire que nous, on va recevoir en messagerie sécurisée traitement d'entrée, traitement de sortie. Et c'est-à-dire qu'avant que Madame Martin soit sortie de l'hôpital, nous, on a l'information comme quoi elle va sortir avec les différences de traitement. Et c'est d'un confort absolu. Parce qu'avant, vous aviez quoi? Madame Martin sort de l'hôpital, elle vient avec son ordonnance. Zut! Il n'y a pas de l'Azilix dessus. Est-ce que c'est le médecin de l'hôpital qui a oublié de le mettre ou pas? Donc, il fallait rappeler le médecin, c'est une catastrophe. Là, on voit, on dit, tiens, effectivement, ils ont réévalué l'Azilix à l'entrée, le médecin a jugé qu'il fallait l'arrêter à la sortie, donc il n'est plus à la sortie. Donc, vous avez ajout, enlevé et le continuer. En matière de sécurisation, c'est le bonheur. Et ce qui est encore plus le bonheur, c'est quand effectivement, Madame Martin est sortie de l'hôpital, c'est pas elle directement qui vient et que c'est une aide ménagère, et que vous dites à l'aide ménagère, écoutez, l'hôpital nous a prévenu, on a tout le traitement, voilà, vous conformez exactement à ce qu'il y a, et tout va bien. Et là, vous soufflez. Donc la conciliation médicamenteuse, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous parliez tout à l'heure de mieux se connaître, effectivement. Ça permet aussi de connaître justement les pharmaciens d'hôpital. Les pharmaciens d'hôpital connaissent aussi les médecins d'hôpital, de se mettre en relation, d'avoir une relation beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Il y a beaucoup de choses, en fin de compte, qui passent par la relation, par l'interopérabilité, c'est mes grands chevaux de bataille, ça, par tout ce qui est c'est de la communication. Si les communications étaient plus fluides, soit directes, soit par des outils qui soient plus efficients, je pense qu'on gagnerait du temps et on gagnerait la sécurisation sur le parcours patient. Parce qu'ils sont plutôt précurseurs dans le domaine. Ouais, ça se développe quand même, parce que je fais partie des CFPC, comme je vous le dis, ça se développe quand même dans beaucoup de gros sens. Après, il faut des ressources humaines. Il faut que les hôpitaux se dotent de pharmaciens qui sachent faire ça. C'est aussi une question de budget, monsieur, malheureusement. Qu'est-ce que vous nous diriez sur le pharmacien de demain? Est-ce qu'il aura encore un rôle plus pivot dans la prise en soin des patients? Oui, ben moi je suis persuadé de ça, oui. Pour moi, c'est évident. Quand je parlais vous avez vu, je parle en faisant beaucoup de gestes et des bilans partagés de médication, parce que pour moi, c'est vraiment hyper important. Je suis tellement content quand les gens à la fin vous serrent la main. En ce moment, c'est compliqué, mais quand à la fin, ils vous disent « Ah ben oui, hein, vous m'avez appris quelque chose, ça, j'avais jamais compris, je ne savais pas pourquoi je prenais ça, etc. etc. » Et vous dites « Ben voilà, j'ai gagné ma journée. » Donc oui, soyons clairs, hein, si le pharmacien veut se contenter de vendre des boîtes de Doliprane, je pense que demain, j'en suis même persuadé, ça fait pas rire, mais c'est comme ça, Amazon vendra tout aussi bien des boîtes de Doliprane au domicile du patient. Ça, moi j'ai pas su. Je pense que ça se fera malheureusement plus rapidement que je ne le voudrais. Par contre, la valeur ajoutée du pharmacien, c'est justement d'expliquer pourquoi on doit prendre de Doliprane, ou pourquoi on ne doit pas dépasser la dose, ou pourquoi on doit réévaluer au bout de tant de temps, ou pourquoi on doit voir son médecin, ou pourquoi on doit changer de palier, passer à un palier supérieur ou un palier inférieur. Donc oui, il y a une vraie plus-value du pharmacien. Elle est méconnue, je reconnais que du grand public, tout ce que je vous ai dit là, je ne sais pas quelles étaient les personnes qui sont autour de ce webinaire, mais je sais qu'on fait beaucoup de choses par derrière qui ne sont pas encore suffisamment connues du grand public.
a un problème malheureusement de communication, de représentation vers l'extérieur, parce que ne croyez pas que je suis un cas à part, hein, je suis pas, voilà, pas parce que vous m'avez invité ce soir que je suis voilà, un extraterrestre, on va dire. Il y a beaucoup de pharmaciens qui font exactement la même chose que moi, mais ça ne se sait pas toujours. Ou peut-être aussi que, soyons clairs, vous ne rentrez pas forcément dans les critères d'éligibilité. Vous dites peut-être, vous, ben moi, la pharmacie, moi, j'avais proposé de bien partager mes questions. Ben non, peut-être parce que tout simplement, vous n'avez pas une pathologie qui Tout à fait. nous emmène. Écoutez, merci beaucoup pour voilà. cette. Est-ce que j'ai répondu on voit que vous êtes motivé, que vous êtes enthousiaste pour ce que vous faites, et ça, c'est communicatif. J'espère que ceux qui vont écouter ont partagé cet enthousiasme. Qui est un public qui est assez varié. Je vous donnerai la liste. Bon, merci à ceux qui ont suivi notre webinaire. Et puis, sachez que vous pouvez revoir ce webinaire en replay. Vous pouvez inciter aussi d'autres personnes à le regarder. Il sera mis en ligne sous peu de temps, d'ici 7-8 jours. Et donc, on vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, encore merci à vous pour cette présentation super intéressante. Merci à tous. Je vous en prie, merci, c'est très gentil. Merci, au revoir. Au revoir.